Alors bonjour à toutes et quelques tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici sur cette conférence, entre guillemets, sur la place des femmes, entre guillemets, l'évolution de la féminisation au sein du SDIS. C'est avec Blandine, lorsqu'elle a pris ses fonctions, nous avons en 2017 fait déjà, je ne sais pas s'il y en a déjà certaines dans la salle qui étaient là sur la soirée ou la matinée, pardon, que nous avions fait en 2017. Est-ce qu'il y en a certaines? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très jeunes, donc je ne suis pas sûr que vous étiez là en 2017. Donc s'il y en a qui étaient là, en tout cas, bah, on s'est dit avec Blandine que ben, ça serait bien de refaire quasiment 10 ans après un point d'étape sur nos enjeux de féminisation dans la structure. Cela, euh, je vais faire une petite introduction de 5 minutes. Je suis désolé, mesdames, parce que 5 minutes, hein, que 5 minutes. Et si c'est trop, me sigonnez là. Le, le sujet, c'est, on s'est aperçu qu'avec la féminisation, on a de quasiment, les chiffres, c'est à peu près 50% de jeunes sapeurs-pompiers qui sont des femmes. Sur le volontariat, sur le recrutement, on est aux alentours de 40%. Sur les professionnels, d'un seul coup, on tombe énormément. On est à peine sur du 10-15% de femmes qui se présentent devant nous lorsqu'on ouvre des postes de professionnels. Ça veut dire que c'est un concours, hein. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un premier frein dans l'organisation qui fait qu'un certain nombre d'entre vous ne passez pas la marche pour devenir professionnel. À un moment, ça sera aussi comprendre pourquoi il y a cette première, entre guillemets, barrière entre être pompier volontaire et ça va, et après, c'est compliqué de passer sur le côté professionnel. Ça, c'est le premier frein qu'il faut qu'on arrive à identifier avec vous. Le deuxième, c'est l'évolution dans les grades. C'est-à-dire que, ben, alors je le dis à ma façon, hein, vous savez très bien que je parle de manière très franchement, vous vous posez trop de questions pour évoluer dans le grade. Alors j'ai ma phrase à moi, hein, comme je dis souvent, quand je propose un poste à un garçon, un homme pour avoir une évolution, il est tout content, il dit oui, et une fois qu'il est en poste, il se pose la question de savoir s'il va être compétent pour réaliser le poste. Le problème, c'est que vous fonctionnez à l'inverse. Réfléchissez, vous réfléchissez, vous réfléchissez pour savoir si vous serez compétente sur ce poste. C'est très bien, entre guillemets, à un moment de réfléchir, mais principe de base, et c'est valable, sachez, en tout cas, ça c'est mon expérience à moi, tant que je n'ai pas été sur le premier jour de directeur départemental, je ne savais pas si je saurais faire le poste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Napoléon, on n'apprend pas à être chef, on n'apprend pas à avoir une fonction particulière, on peut avoir des cours, on peut avoir de la formation, mais tant qu'on n'est pas sur le poste, on ne sait pas si ça va le faire, si on va réussir, si on va supporter telle ou telle pression, si on va être capable de dire oui, non et de gérer. Donc ça, je reviendrai un petit peu en conclusion. Mais mon sujet, c'était de vous maintenant au travers de deux exemples. Gwenola Ster, la patronne des cliniques Ster, la seule femme patronne de clinique dans un monde d'hommes, entre guillemets, sur le territoire départemental. Et pourtant, il y a des grands groupes, hein. Il y a des groupes, vous les connaissez, Ox Santé, Cap Santé, j'oublie le nom de Monsieur Constantin, Clinipol, enfin voilà, c'est des grands groupes. Et elle doit, entre guillemets, faire sa place, et ces groupes, pour continuer à exister, parce que vous savez que les restructurations, les achats, ainsi de suite, elle me l'expliquera peut-être à sa façon, ben, c'est compliqué. Et c'est jamais facile. Après, avec Madame Rossignol, qui est la, la directrice, pardon, Pauline Rossignol, bah, j'attends. Okay. Rossignol, qui est avec moi en rayon de sécurité préfectorale. Elle est patronne
directrice de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones. Voilà. Elle vous expliquera le nombre de personnes. Et dans la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones, il n'y a que des détenus masculins. Voilà. Et donc, c'est au travers de ces deux exemples qu'on souhaite un petit peu vous expliquer que faut avancer, il faut vous libérer de façon à ce qu'on arrive à faire évoluer cette féminisation. Alors, les chiffres, je crois qu'Audrey vous les donnera sur... Aurélien, tu ne les as pas donnés, les chiffres sur la féminisation? Moi, je sais simplement que quand je suis arrivé dans le département, il y avait simplement 2 femmes officiers, dont une qui partait à la retraite. Et actuellement, on est à plus de 18 femmes officiers professionnelles dans la structure. Voilà. Et sachez que c'est une vraie volonté de ma part. Voilà. Je ne fais pas de discrimination positive. Vous ne serez pas devant un homme si vous êtes moins bonne qu'un homme. Par contre, dans ma vision actuelle, si je veux arriver à féminiser, il faut que dans mes tracts de commandement, on pense féminin. Et si je n'intègre pas des femmes, on ne pensera pas féminin. Ça veut dire qu'à compétences égales sur les postes, oui, vous passerez en ce moment, je recrute des femmes officiers sapeurs-pompiers à compétences égales avec les hommes. Et quand je fais, ou les 2 dernières, voilà. Et quand je m'aperçois derrière, parce que j'en ai recruté 2 avec des hommes à côté, je fais un bilan de compétences sportives. Ce n'étaient pas les femmes qui étaient derrière les hommes, hein. Loin de là. Et je vous en félicite encore toutes les 2. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. À vous, Audrey. Je voudrais laisser la parole à Blandine qui n'a préparé aucun discours parce que j'ai prévenu il y a 2 minutes que parce que tout ça c'est grâce à elle. Et je lui ai demandé de faire ça avant le mois de juin parce que lorsque je lui ai demandé ça, moi je savais qu'il y avait potentiellement un départ pour moi, mais je ne savais pas encore si c'était septembre ou mois de juin. Voilà. Merci, Général. Du coup, comme vous venez de le dire, je n'ai rien préparé. Que dire? Ça fait 10 ans que le SDIS travaille sur l'égalité, la mixité et la diversité. C'est 10 ans de travail qui ne se voit pas forcément au quotidien pour vous. C'est souvent un travail de l'ombre. Et quand on arrive en fait à avoir des montées en compétences, des personnels féminins qui n'ont plus peur de se lancer, eh bien, ne serait-ce qu'une ou 2 déjà dans un premier temps, c'est déjà un pari gagné. On ne va pas faire état de l'ensemble des actions que l'on a menées en 10 ans, mais ça a touché principalement l'organisationnel, le technique et également l'humain. Voilà, et ça ne peut se faire qu'avec effectivement un appui et un soutien fort de la direction. Donc merci Général et Colonel pour l'appui au quotidien pour ces missions et auxquelles j'associe du coup notre deuxième référent égalité-mixité avec le commandant Sami El-Idrissi qui vient de rejoindre les rangs et qui, je sais, prendra cette mission à cœur à nos côtés. Merci Blandine. Alors, simplement un exemple de la réunion donc, de 2017. Regardez vos tenues. Depuis 2017, il y a des tenues pour les femmes, il y a des tenues pour les hommes. Bon, mais bonsoir à toutes et à tous. Pour moi, le rôle est d'être l'animatrice de cette soirée. C'est pas dans mes clous parce que c'est pas mon métier, mais on va faire au mieux tout ensemble, toutes les 3, pour partager ce moment de soirée, sachant que ce soir, c'est les 10 ans de politique d'égalité et de mixité au sein du SDIS de l'Hérault. Cet anniversaire, on a travaillé dessus avec Blandine et également avec Aurélien. C'est pas un bilan ce soir qu'on veut établir, c'est vraiment la continuité d'un élan vers l'avenir au sein de notre institution. Cette table ronde, alors elle est un peu horizontale, hein, d'accord, elle est ronde au milieu.
C'est un moment de partage, mais c'est également l'opportunité d'ouvrir et de voir avec les fonctions de nos deux personnes les champs possibles vers des professions à responsabilité. Merci mesdames pour votre venue. Monsieur le directeur, vous les avez déjà bien présentés. Du coup, Pauline Rossignol, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve-des-Maglones, et Gwénola Ster, directrice générale des cliniques Ster de Saint-Clément-la-Rivière et de la Malou-les-Bains, entre autres. Ah, il y en a encore un autre. Tu nous feras partager ceci, Gwénola. Moi, si on va commencer cette table ronde avec une première question, après la parole est ouverte, vous nous faites un petit signe et on vous passe le micro pour pouvoir échanger. Est-ce qu'on présente la totalité? Est-ce qu'on échange à un moment donné? C'est vous qui allez nous donner la directive. Nous, on est là pour partager vraiment avec vous ce moment de convivialité. Mesdames, maintenant à nous pour les premières questions. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques étapes votre parcours professionnel et comment vous avez réussi à échelonner cette carrière professionnelle? Vraiment les grandes lignes, les diplômes, comment le parcours a été constitué. Ouais, je vais essayer de faire court parce que c'est moi la plus vieille. Oui, très, très court, mais voilà, c'est pour avoir une idée, pour se présenter. Déjà, merci pour l'invitation en général. Je suis très, très heureuse d'être là. Très heureuse d'être là parce qu'en plus, je suis partenaire du SDIS 34 et de l'Union régionale des sapeurs-pompiers. Donc, c'était encore plus plaisant d'être présente ce soir à vos côtés. Donc, moi, Gwénola Ster, ça a été dit, donc directrice générale d'un groupe d'établissements de santé. Donc, au départ, moi, je suis masseur kinésithérapeute de formation initiale, donc des études de soignant, kinésithérapeute. Et après, j'ai très rapidement poursuivi les études. J'ai passé un diplôme de qualité en santé, prévention des risques, gestion de crise. Et puis, j'ai poursuivi sur un master d'organisation et stratégie d'établissement de santé. C'était ça la question? Oui, très bien. Et merci, Gwénola. Et dans ce parcours, le temps, parce que j'imagine que tu n'as pas passé tous les. Alors, j'ai tout passé à la suite parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Ouais. Si, j'ai enchaîné quasiment tout. À 24 ans, j'étais sur le. De suite. Oui, d'accord, bon, mais très bien, merci. À vous, Pauline? Alors oui, moi je suis chef d'établissement donc, du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maglones, mais j'ai commencé il y a 15 ans, voilà, où j'ai fait des études de droit en pénologie. On n'a pas une différence d'âge si excessive quand même. Voilà, j'ai commencé à Éton en tant que directrice de détention et des missions d'insertion. Puis j'ai pris la tête du département sécurité et détention à la direction interrégionale de Dijon. Alors pour la faire courte, c'est tous ceux qui gèrent les ERIS, voilà, le GIGN de la pénitentiaire, les transferts, les questions de sécurité et de droit pénitentiaire, avant de devenir chef d'établissement de la maison d'arrêt de Dijon. Voilà, il y a 4 ans maintenant, et puis chef d'établissement donc du centre pénitentiaire. Le centre pénitentiaire, c'est 3 entités. La maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, où vous intervenez très régulièrement. Voilà, d'où ma présence ici, parce que ça me permet de vous remercier vraiment, voilà, pour tout le soutien qui est apporté quasi quotidiennement. On a la structure d'accompagnement à la sortie pour les personnes détenues qui sont condamnées à des peines inférieures à 2 ans, qui, elle, se situe au nord de Montpellier. Et on a le quartier de semi-liberté, voilà, qui est juste derrière le tribunal. Donc tout ça fait un peu plus de 1200 détenus. Du coup, vous êtes directrice des 3 établissements. D'accord. Bon, alors, je vais raconter ce que je fais, moi aussi. Mais oui, oui. C'est le partage. Hein. Voilà. Donc, moi, je dirige un groupe d'établissements de santé c'est familial, en fait. Ça a été créé par mon grand-père en 1954. Donc, au départ, c'était un établissement de santé qui était à la Malou-les-Bains. Donc, ça s'est développé au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, ce sont 3 établissements de santé. Donc, vous les connaissez. Alors, j'espère qu'il ne faut pas trop les connaître, parce que quand vous les connaissez, c'est que vous avez eu un problème. C'est les cliniques du Dr Ster, donc à la Malou-les-Bains et à Saint-Clément-de-Rivière. Et ensuite, c'est le groupement de coopération sanitaire Aurore Méditerranée, qui est un projet partenarial qui est porté avec le CHU de Montpellier. Voilà, le groupe Ster Santé, donc c'est aussi une société qui fabrique des prothèses pour les patients, donc les orthoprothèses pour les patients amputés. Et puis c'est une maison de sport santé qu'on a ouvert en 2022 qui permet d'accompagner donc vers une activité physique adaptée, de lutter contre la sédentarité et également tout ce qui est prévention des maladies chroniques. Et puis la dernière entité, c'est une fondation qui me tient particulièrement à cœur. C'est la fondation Jean Ster. Cette fondation, donc, elle œuvre pour les enfants en situation de handicap, pour accompagner aussi les familles, soutenir les professionnels. Et le projet que je porte à bras le corps,
que j'espère verra le jour cet été, c'est l'ouverture d'une maison des femmes et des familles qui est censée donc accompagner à la fois les enfants, les familles des enfants hospitalisés pour éviter les ruptures dans les prises en soins, et puis un étage qui sera dédié à l'accueil et au soutien des victimes de violences intrafamiliales. Tu peux nous dire à quel endroit? Alors, ce sera sur les Hauts-Cantons. Donc, on a obtenu le label de Maison des femmes de la ruralité, donc en partenariat avec la Maison des femmes de l'hôpital de Béziers. Et on a signé un contrat d'objectif avec l'Agence régionale de santé sur ce projet. Et puis, pour terminer, donc, le groupe Ster Santé, c'est 550 collaborateurs. Et puis, c'est à peu près 500 patients pris en charge tous les jours. Alors, après, ça, c'était c'est censé être mon travail, ça. Et après, j'occupe beaucoup de mandats, en fait, des mandats depuis très longtemps, des mandats régionaux, des mandats nationaux. Ces mandats, donc, c'est avant tout pour défendre l'intérêt des patients, pour défendre l'intérêt des établissements de santé. Et au fur et à mesure de ma construction personnelle et professionnelle, j'en ai pris d'autres qui sont en lien finalement avec ce que je fais, mais un peu différents. Et donc, dans ce cadre-là, je suis aussi, depuis très peu, présidente du CREPS Montpellier-Font-Romeu. Donc, c'est une très grande fierté parce que c'est une nomination du ministre des Sports. Je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle le Club des ambassadeurs Crantorbe. Donc là, c'est plutôt sur le territoire des Hauts-Cantons. Donc l'objectif, c'est de favoriser l'inclusion, la formation et l'emploi. Et puis, ça je le dis pour vous énerver, je suis colonel de la réserve citoyenne des gendarmes, parce que je sais que vous aimez beaucoup les gendarmes, et puis plein d'autres trucs. Bon, vous avez vu, les parcours sont très riches, des étapes de construction de carrière bien remplies. On va passer vraiment à quelque chose qui est vraiment pour montrer que vos parcours sont un peu atypiques. À quel moment vous avez compris que vous alliez accéder à des responsabilités? Est-ce que c'est très tôt? Je pense que Guénola, tu as quand même un peu commencé à répondre, mais en sachant que les études, dès les études, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était identifié? Est-ce que vous, Pauline, pour vous, c'était également quelque chose d'identifié? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a une rencontre qui a pu être déterminante dans ce choix? Je fais la suite, comme ça vous pouvez répondre vraiment à la totalité de vos questions, parce que… Non, il n'y a pas toutes les questions, j'en ai sauté, sinon on n'arrivera pas, on finira à 21h. Qu'est-ce qui vous a donné confiance? Donc vraiment là-dessus, est-ce que vous pouvez nous décrire dès le départ si ces responsabilités, vous en y avez vraiment une idée? Est-ce que c'est une personne, une opportunité, une rencontre? Et est-ce que ça vous a donné de la confiance? Alors, je vais faire court parce qu'à 30 ans, comme ça, c'est long. Hein. Donc, moi, j'ai été sur des postes d'encadrement, j'avais 24 ans. Voilà. Donc, c'était. Alors, il faut imaginer, je suis la plus jeune cadre de l'établissement. Alors, les milieux de la santé, c'est un milieu qui est très féminin. Je pense qu'on doit avoir 85% de personnel féminin, mais il y a 30 ans en arrière, 95% des cadres, c'était des hommes. Je dirais rien contre les médecins, mais il y a aussi des médecins hommes. Donc, faire sa place, ça n'a pas été forcément simple sur ces questions-là. Et pour ce qui est de la prise de fonction de la direction générale, ça va être long, là. Donc, je préférerais qu'elle réponde. Est-ce que du coup, ça n'a pas été une opportunité? C'est ce qu'il faut vraiment dire. Est-ce que c'était dans les études, les passages en stage dans des terrains particuliers? Est-ce qu'une personne, peut-être, j'ai entendu que c'était familial, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut… Il y a plusieurs réponses. Je pense que dans la vie, il y a des opportunités, il faut les voir. Moi, quand j'ai fini mes études de master kinésithérapeute, il se créait quelque chose, c'était la qualité en santé. Il faut imaginer qu'il y avait eu un grave problème avec l'épidémie du sang contaminé chez les je vais y arriver. Voilà. Et donc, il fallait créer ce service. Donc, moi, je me suis portée volontaire, ce qui m'a permis de réaliser ce diplôme. Et donc, mon premier grand chantier, ça a été la construction de ce service. Et donc, quelque part, un projet transversal sur tout le groupe. Voilà. Donc, j'ai saisi l'occasion, pas de volontaire. J'ai pris l'opportunité de réaliser cette action. Ça, c'est le premier point. Après, en ce qui concerne la direction du groupe, je ne sais pas si on peut parler d'opportunité. Moi, il faut que vous sachiez que j'ai toujours grandi dans l'établissement. C'est un établissement familial. Les Noëls, on les passait avec les patients. C'est une maison où il y avait mon grand-père, mon père. C'est vraiment une histoire familiale. Et quand j'ai eu une trentaine d'années, mon père a voulu vendre l'établissement. Ça a été un crève-cœur, en fait, parce que j'allais encore avec émotion. C'était vraiment quelque chose que je portais dans mon cœur. Donc là, je me suis dit, tu vas essayer de reprendre l'entreprise.
Et donc, j'ai sauté dans le grand bain, en fait. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir la confiance de toute la famille. Et donc, finalement, je me suis fait confiance, j'ai sauté dans l'eau et je me suis retrouvée directeur général, j'avais 33 ans. Merci. Pauline, est-ce que... Alors moi, le parcours il est forcément très différent parce que c'est celui de la fonction publique. Donc, par la force des choses, les opportunités, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais je dirais qu'il y a déjà une histoire de caractère. On ne va pas se mentir, on le sait très bien si on a envie de prendre des responsabilités ou pas. La question après, c'est de savoir si on s'en sent capable, mais ça, on en parlera plus tard. Mais l'envie d'avoir des responsabilités, on porte un peu ça en soi quand même, qu'on le veuille ou non. Là, vous voyez bien, on a des personnalités quand même assez affirmées, donc il y a quelque chose qui se joue de ce versant-là. Moi, j'ai eu de la chance parce que finalement, j'ai rencontré des hommes qui m'ont fait confiance très, très tôt. Et donc, les opportunités sont venues au fur et à mesure. Et ce qui fait qu'à 28 ans, en fait, j'ai mon premier poste de chef de département. Et ensuite, ça s'est présenté comme ça au gré des mutations, parce que ça se passait bien aussi, certainement. Mais parce que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, il faut aussi saisir le moment quand il se présente. Il faut être un peu fou, en fait. Et se dire, bon, là, maintenant, c'est bon. De toute façon, il y a quelqu'un qui va le prendre. Le poste, il ne va pas rester vide. La question, c'est pourquoi lui ou elle et pas moi. Et puis, ne pas continuer, toujours s'amuser. Chercher le poste qui va vous dire, non, qui va vous animer. Ah, ça fait 3-4 ans que je fais la même chose. Bon, ok, maintenant c'est bon. On en a fait le tour, ils sont tous sympas, on s'éclate bien, on a fait nos objectifs, voilà, on a été bien notés. Ben, c'est quoi l'étape d'après? Donc, il faut être un peu fou. Non, mais très bien. Et je te rejoins sur cette envie de projet, en fait. Je crois que c'est ce qui m'a animé toute ma carrière. Hein. J'espère qu'elle n'est pas finie. Mais passer projet après projet, c'est important. Mais moi, je ne suis pas sûre que j'aurais été un chef. Je le dis honnêtement, moi, ce qui me plaisait, c'était la pluridisciplinarité. Quand on est professionnel de santé, qu'on travaille en institution, on travaille en équipe. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'équipe. Et ce qui me plaisait dans ma boîte, hein, c'est que tout le monde est salarié. En fait, il n'y a pas de professionnels libéraux. On travaille tous ensemble. On se connaît. On a le même projet pluridisciplinaire pour le patient. Donc, en fait, moi, mon moteur, c'était conserver cette équipe au départ. Et donc, j'y suis allée avec un peu d'humilité, certainement beaucoup de folie. Mais ce n'était pas l'envie du pouvoir ou d'occuper un poste de direction. Un poste de direction, c'était vraiment de trouver une dynamique, de nouveaux projets et d'effectuer ça. Pareil, si je traduis bien en équipe. Ouais. Et pareil pour vous, Pauline. Dans la fonction publique, celui qui a envie de pouvoir, il s'est trompé. C'est pareil, hein, celui qui pense que responsabilité égale argent, il s'est gouré aussi. Hein. Là, on en discutera peut-être un peu plus tard de la rémunération. C'est pas la question et c'est pas le sujet. Par contre, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les choses tombent tout cuit. C'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'abnégation. On fait ses preuves. Moi, je ne crois pas qu'une femme ait besoin de faire ses preuves plus qu'un homme, mais ça, on en parlera plus tard tout à l'heure. Je pense qu'on les fait un peu différemment, c'est tout, avec qui on est et la façon dont on s'assume ou pas, mais je ne crois pas qu'on ait plus à prouver. À partir du moment où on bosse, qu'on est sincère avec les gens et qu'on fait des choses qui nous font plaisir, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Non, mais vous l'avez mentionné avec cette dynamique, cette envie, voilà, il faut avoir envie, un peu de folie, j'ai entendu. Un peu beaucoup, folle, ouais. Un peu folle. Bon, vous avez entendu un peu beaucoup de folie. Puis oui, moi je rejoins le côté travail. Voilà, c'est vrai que moi au départ, je sais pas si c'est une histoire de légitimité, mais en tout cas j'avais besoin de prouver que j'étais capable. Les diplômes c'était pas suffisant et je voulais par des actions montrer que j'étais capable. Donc j'ai énormément travaillé et je pense que toi aussi. Pour montrer que pour montrer la capacité. En tout cas, c'est un élément qui donne confiance. Hein, quand tu arrives quelque part que tu connais le dossier, on peut te dire t'as pas dit ci, t'as pas dit ça. Le professionnalisme, à un moment donné, il se reconnaît. Et donc la valeur travail, c'est sûr que ça a été un élément qui était important. Et puis après, moi c'est vrai que j'ai eu l'opportunité aussi à un moment donné modeler un peu l'institution selon mes valeurs, voilà, et mes envies pour développer un modèle qui correspond à ma personnalité. C'était aussi un objectif. Voilà, je suis passée d'un modèle où c'était très vertical, assez masculin, à un modèle un peu différent. Vous allez après, on en rediscutera de votre manière de manager. Là, l'idée, c'était également de pouvoir, au-delà d'avoir une personne, une opportunité qui a pu vous mettre dans cette voie, comment avez-vous géré votre vie personnelle, votre partenaire, votre vie de famille? Je pense qu'il faut quand même en parler parce que c'est le soutien, c'est ou pas. C'est la difficulté de pouvoir accéder aussi à ce type de responsabilité. Si vous pouvez nous partager également ce plan plus personnel et plus interne.
J'ai pas de souci, il n'est pas dans la salle, donc ça va bien se passer. Attention, c'est enregistré quand même. Avec 2 choses. La première, je crois qu'il faut être très honnête. Il ne faut pas minimiser le poids des responsabilités et ce que ça va engendrer sur sa vie de famille. C'est-à-dire que quand on se rencontre, c'est pas la peine. Oui, tu sais, j'ai un peu de responsabilité, j'ai quelques astreintes de temps en temps. Peut-être, je pourrais sortir à 17h parfois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va être la merde. Voilà. Je pourrais pas aller aux réunions des parents d'élèves. Et encore faut-il que ça m'intéresse par ailleurs. Mais ça, c'est un autre débat. Je ferai pas le truc du cross parce qu'en fait, je vais te laisser y aller parce que C'est pas ma partie. c'est pas ma partie, parce que j'y arriverai pas, parce que ça rentrera pas dans l'emploi du temps. Mais une fois qu'on est OK, qu'on est sûr qu'à un moment donné, ça convient à tout le monde, il n'y a pas vraiment de débat. Mais il faut être très au clair là-dessus et que ça convienne aux deux. Je pense qu'il y a aussi des moments de vie où il y en a un qui va faire évoluer sa carrière, puis après, c'est un peu autour de l'autre. Enfin, voilà. C'est pas toujours tout en même temps. Il y a des phases aussi, voilà, pour permettre à ce que chacun puisse Trouver aussi sa place. retrouver. Et puis... Puis après, il y a un peu d'organisation militaire aussi quand même. Hein. C'est un peu les gamins sont autonomes très très vite. Tout le monde est autonome très très vite. McDo est mon meilleur ami. Et normalement, oui, tous les vendredis soirs. Voilà, ce soir, c'est vendredi. Oui, tout le reste de la semaine. Mais le vendredi soir, McDo est vraiment notre meilleur ami. Et après, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais il faut être très clair dans le couple. Oui, il faut être clair dans le couple. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression de me transformer en Brigitte Lahaie. C'est horrible. Mais je ne sais pas si il faut être clair sur l'organisation familiale. Et je pense qu'il faut être aussi très au fait sur qu'on ne sera jamais parfait. Et ça, c'est aussi typiquement féminin. Moi, je ne connais pas une femme, responsabilité ou pas, qui a une maison super géniale, qui est toujours nickel sur elle et d'où au boulot, tout est affreusement bien rangé. Et non, ok, la machine, elle attendra demain et c'est pas hyper grave. Et si franchement, il y a McDo une fois par semaine, je vous jure, mes gamins vont très très bien. Voilà. L'essentiel, il est ailleurs. Oh, je vois des sourires dans la salle, je pense que c'est un peu partout pareil. Voilà. C'est tout. Là, si tu peux... Alors moi, j'aurais pas dit organisation militaire, hein, mais j'aurais dit organisation millimétrée. Ça commence par la même lettre. Ouais, ça m'a fait sourire. Non. Alors, il est certain que voilà, dans ma vie, j'ai quand même bien organisé, jusqu'au choix de mon domicile à proximité de lieux pour que mes enfants soient autonomes. Donc ça, c'est sûr, ça a été important. Moi, ma philosophie, c'est ce qui compte, c'est la qualité des moments. Alors, peut-être que je me remonte le moral comme ça, mais j'y crois profondément. Oui, je ne vais pas dire du mal de monsieur Maninck, qui me supporte en plus. Non. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la qualité des moments et pas la quantité. Et donc, la qualité. Être présent, le temps passé ensemble. Et dans ce cadre-là, moi, alors vous devez rendre compte, hein, je suis quelqu'un à 100%, mais voilà, quand je suis au boulot, je suis à 100% au boulot. Quand je suis avec ma famille, je suis à 100% avec ma famille. J'ai cette faculté, je pense que c'est une chance de déconnecter facilement aussi. Quand je quittais le boulot, j'oublie le boulot. Et donc, ça me permet aussi d'être à 100% disponible. Et donc, vraiment, c'est la présence totale. Et puis, moi, ma conception du couple, c'est aussi le soutien mutuel. Donc, c'est quand même un élément qui est important. C'est un travail d'équipe aussi, hein, le couple, hein, faut qu'on en dise. Et puis, je crois qu'il faut faire un peu dans la vie perso, dans la vie pro, essayer de s'entourer. Il faut savoir déléguer aussi. C'est vrai qu'on a tendance à se dire on va tout faire. À un moment donné, même un compagnon peut appuyer sur le bouton d'une machine. Et donc ça marche. Donc déléguer par des petits SMS sur la poubelle. Je passe aller chercher Sacha. Voilà. Mais c'est très bien. Et finalement, on se rend compte avec confiance que la maison tourne. Oui, donc du coup, c'est l'aide, c'est le partage, c'est évoluer. C'est le soutien moral aussi qui est important. Moral. Et puis force aussi. Et la compréhension des enjeux. Et je pense que c'est pour le conjoint comme pour les enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup d'astreintes. Je suis d'astreinte vraiment une semaine sur 2. Donc ça sonne beaucoup. Et alors j'ai une fille qui aujourd'hui a 12 ans et quand elle avait 2 ans, elle avait un petit téléphone en bois. Là, bref, un truc qui sert à rien. Et non, mais un jour je vais mais qu'est-ce que tu fais? L'astreinte. Aïe. Bon, ok, on va reprendre. Mais en fait, une fois qu'ils ont percuté que juste ce moment-là, ça peut attendre de savoir si je peux t'emmener au foot 3 secondes que je termine mon truc et promis après je suis à toi. Une fois que c'est bien intégré, ça ne pose pas de souci. Je crois que ce qui finalement désorganise et dérange, c'est quand on a toujours un peu le cul entre deux chaises. En fait, on s'excuse d'être là, en même temps on n'est pas vraiment là. Non, on fait ce qu'on peut.
Voilà. Quand c'est le temps du boulot, on est au boulot. Là, je te rejoins. Quand c'est le temps de la maison, on est à la maison. Et parfois, quand ça sonne et qu'on est à la maison, c'est pas très grave. On met sur pause 2 minutes. Voilà, et ils en survivent très, très bien. Surtout que moi, j'ai 3 ados qui passent leur journée sur le téléphone. Donc ça marche c'est très moi bien qui le dois faire que je suis SMS. là. Ça marche très bien le SMS. Appuie sur le bouton. Ça marche très bien. Non, mais je pense que depuis le début, Pauline et Gwenola, vous mentionnez que c'est la confiance, c'est le respect, c'est le partage des tâches. Et puis, c'est d'être très clair depuis le début avec tout le monde sur ce type de profession, hein, dans vos professions et de responsabilités. Donc, je pense que l'Assemblée, là-dessus, est très claire vraiment sur Puis on a droit à l'erreur. Hein. Moi, je suis mon 2e mari. Ah ben, d'accord. Je vais garder le mien pour le moment. On peut avoir des... Je crois qu'il faut se déculpabiliser, ça peut arriver. Merci, j'aime bien cette petite subtilité. Merci, Nola. On est à peu près à un passage là d'une trentaine de minutes partagées ensemble, là, ou 40 minutes. On a le temps, mais juste à... Oui, on va revenir sur les autres questions, mais on est là dans la convivialité. On va leur donner un peu la parole également pour pouvoir échanger. Mais si là, à cet instant T, pardon, vous auriez un conseil à donner à toutes ces femmes là sur ce qu'on vient d'échanger, qu'est-ce que vous pourriez donner? À quoi il ressemblerait? Un mot, un partage? Moi, je dirais qu'il faut sur la prise de responsabilité. Sur la prise de responsabilité, oui, avec tout ce qui va avec le parcours, les éléments qui ont pu vous faire accéder au poste et également le côté familial dont on vient de parler. Moi, je crois que tout repose sur l'envie. Il faut être sûr d'avoir envie d'aller là où on veut postuler. Si on a envie de cette responsabilité-là, après, stop, on arrête de se poser des questions, on y va, on fonce, on fait les choses avec passion et ça va bien se passer. Mais il faut être sûr d'avoir envie. Il faut arrêter d'écouter tous les gens qui connaissent mieux votre vie que vous-même, qui vous connaissent d'ailleurs mieux que vous-même et qui ont toujours un avis sur tout. Parce que vous serez toujours trop jeune. Moi, j'ai eu encore une fois, mes postes très tôt et j'étais toujours trop jeune. Bon, finalement, je suis toujours la plus jeune partout. C'est pas grave, à la fin, on s'adore. Hein. Donc voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. À la fin, on vieillit. Et à la fin, on vieillit. Un jour, je serai plus la plus jeune. Oh, merde. Mais pour le moment, j'en profite encore un peu. Mais on sera toujours trop jeune, trop petite, trop femme, pas assez ce que vous voulez. Enfin, il y aura toujours un truc qui ne va pas. Donc, on s'écoute. Le mot va passer. À partir du moment où on en a envie. Si on en a envie, on y va. Le reste. Alors du coup, moi, je parlerai peut-être d'être fidèle à ses valeurs. Voilà, ça, c'est ce qui m'a guidée toute ma vie. Je crois qu'on a tous en soi un petit bruit, une éthique personnelle, quelque chose qui, d'ailleurs, si vous êtes là, vous l'avez forcément, hein, venir aider les autres. C'est ça votre moteur. Et je pense que quand on agit en accord avec son principe profond, eh bien, c'est ça qui donne tout le sens. Et moi, c'est ce qui a guidé ma vie. Des fois, on me dit comment t'arrives, tu fais tout ça, tu fais ça, tu fais ça, mais voilà, parce que moi, j'ai plein de trucs qui me plaisent et je fais ça avec. Quand on m'a remis là, je ne sais plus quelle médaille là, je crois que c'était mon premier discours pour l'ordre national du mérite. J'avais terminé mon discours par, ça m'a fait penser à ça, l'éthique de l'action, c'est ma seule boussole. Mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, la boussole, les envies. Voilà, c'est des mots que vous pouvez retenir ce soir pour la continuité, parce qu'on a public jeune, un peu moins jeune, un peu plus âgé, mais il faut à tout âge pouvoir continuer. Christelle, je te vois sourire. Ouais. On est jeune à 50 quelques années. Mais j'ai pas dit le contraire, mais elle rigole. Donc, du coup, on va parler des éléments quand même qui ont pu être des encombres durant votre parcours, quand même, avec des obstacles qui ont pu vous amener des fois dans votre parcours à avoir des moments difficiles. Comment vous avez pu mettre des éléments en place? Comment vous avez su les dépasser? Comment vous avez pu prouver cette légitimité? On en a commencé un peu à en parler tout à l'heure, mais si vous voulez bien nous donner certains éléments, qu'est-ce que vous avez... Bon, j'ai compris l'envie, la décision, le mental, mais dites-nous un peu plus comment vous avez pu... Moi, je ne suis pas sûre d'avoir rencontré de réels obstacles. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle obstacle. Parce qu'en fait, dans une vie professionnelle telle que la nôtre, on a forcément des difficultés. On a des incidents, on a des réunions qui ne passent pas comme on voudrait, on a des décisions politiques qui tombent et qui ne sont pas forcément celles qu'on voudrait et qu'il faut pour autant faire passer, mais ce n'est pas des obstacles. Moi, je crois que mon principal obstacle, c'était moi.
à un moment donné. D'accord. Moi, et la La- difficulté à assumer parfois certaines décisions, à me poser 1000 fois la question, putain, est-ce que j'ai pris une décision? Et les nuits blanches où ça tourne et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça. Parce que ça prend du temps, en fait, de réussir à affirmer son management, à se dire, voilà, ma politique, elle est celle-ci, et à l'assumer jusqu'à Pleinement. endormir correctement la nuit. Je crois que c'est ça, moi, mon principal obstacle. Mais de façon extérieure, non, des difficultés professionnelles, qui On n'en en a pas, rencontre. Oui. qui n'en a pas, et c'est quel que soit le niveau. D'accord. Ouais, moi, je te rejoins sur les difficultés professionnelles, on en a tous, et moi, je suis là pour essayer d'être facilitateur et de donner un cap. Donc, c'est pas ça. Quand j'ai lu la question là tout à l'heure, je me suis posé la question de quels ont été mes freins, voilà. Donc, je dois dire que, en tout cas, aujourd'hui, j'en ai moins, mais j'en ai de temps en temps. Mais les freins au démarrage, ça a quand même été le regard extérieur, quoi qu'on en dise, c'est culturel. Quand j'arrivais à 24 ans quelque part, je le voyais dans leur regard de certains. Une si jeune femme a ses responsabilités. La légitimité. C'est la fille d'eux. Ben oui, certainement, c'est la fille d'eux, mais bon, j'ai quand même. Donc, ça a été pendant des années, partout où j'allais, devoir me présenter, qui j'étais, les diplômes que j'avais, etc. Donc, ça, j'ai jamais lâché, jamais lâché, jamais lâché. Et je crois qu'à un moment donné, c'est aussi les actions que l'on réalise qui finissent par prouver qui on est. Donc, ça passe par de la compétence, le travail, et puis de la résilience. Et puis, les obstacles, ils sont là pour être relevés. Et puis, je crois qu'il faut faire preuve aussi de créativité. Voilà, soyez créatifs. Et ça c'est important. D'accord, merci pour ces échanges. Donc, on ne dira pas d'obstacles, on dira des difficultés, des freins, des éléments à... Il n'y a pas longtemps, il y avait des clubs avec que des hommes à Montpellier. Hein. Oui. Et je ne sais pas si peut-être on n'a pas envie de les voir comme des obstacles. Non, mais voilà, aussi. c'est une autre C'est terminologie. C'est des freins. D'accord. Merci. Donc, on évitera de parler d'obstacles, on mettra des freins. Voilà, merci. Qu'est-ce qui, du coup, sur ces choix, comment vous avez pu donner des priorités, même au niveau institutionnel, vos priorités de management, vos priorités de choix, de décision? On disait sur des réunions, sur des nuits blanches, quelles étaient vos priorités à ce moment-là? Comment vous avez pu les choisir, ces priorités de... Moi, encore une fois, fonction publique, donc il y a quand même un cap, qu'on le veuille ou non. Il y a voilà, des ordres politiques qui sont assez clairs. En plus, on a une administration qui est extrêmement hiérarchisée. Donc, sur les choix, en tout cas sur les caps décisionnels, il n'y a pas véritablement de sujet. Après, par contre, en termes de management, il y a qui on est. Et là, je te rejoins, c'est surtout d'être toujours fidèle à ses valeurs. Et c'est là où parfois le poids de la décision, elle peut être un peu compliquée. C'est-à-dire que de ne pas prendre la décision attendue par tous, mais celle dont on sait qu'à terme, ça va être la bonne. Et de la tenir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même quand ils sont devant la porte en train de brûler des palettes. Quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça, dans un premier temps, c'est pas toujours évident. Voilà. Il faut être en capacité de pouvoir l'expliquer. Il faut aussi que les gens apprennent à vous connaître. Enfin, vous n'arrivez pas en disant, tiens, salut, je suis directrice. Parce que là, pardon, au niveau des personnels, c'est un personnel plus masculin que vous avez sur... Oui. Voilà, c'est typiquement, donc j'entends brûler les palettes. Il n'y a pas beaucoup de personnel féminin sur ce type de situation. Si, quand même. Si, il y en a. Et Nola, sur ce... La question, c'était quoi? C'était... Je vais répéter. C'était plus dans le sens où, dans le parcours, au niveau, quelles ont été les priorités, les leviers par rapport à du management, les difficultés, les éléments. Bon, alors moi, contrairement à toi, moi, c'est une aventure de long cours. Vous l'avez compris, presque 30 ans que je gère la maison. Donc, forcément, en 30 ans, j'ai accompagné les départs et j'ai recruté des nouveaux collaborateurs que j'ai pu choisir. Voilà. Donc, j'ai accompagné les collaborateurs qui avaient travaillé avec mes parents sur une belle retraite. Et j'ai pu recruter des collaborateurs qui me font confiance, à qui je fais confiance. Donc, ça, c'était quand même un point important. Sur les priorités, moi, ce que je crois surtout, c'est que la priorité, déjà, il faut l'expliquer. Donc, donner du sens à l'action aussi. Voilà, moi, c'est un gros paquebot, mais à un moment donné, j'aime bien aussi dire pourquoi on fait les choses. Nous, c'est quand même s'occuper des patients et expliquer les étapes, rappeler régulièrement pourquoi on fait les choses. Et du coup, la priorité, elle est évidente pour tous parce qu'on a tous la même ambition, s'occuper bien du patient. Et donc, c'est qu'un point qui est important. Et puis moi, j'applique une politique RSE qui est très forte. Donc, et ça fait qu'en fait, on a un questionnement en équipe pour chacun de nos projets. On se pose la question de qu'est-ce que c'est bien pour l'institution? Est-ce que c'est bien pour le patient? Est-ce que c'est bien pour les équipes?
est-ce que c'est bien pour le territoire, parce qu'on est très ancré sur le territoire, pour des partenariats éthiques, pour le développement durable. Donc, même dans les décisions les plus simples, les priorités, elles sont une évidence collective, quoi. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Très bien, mais avec une proximité, du coup, j'allais dire, vous avez une proximité dans votre manière de direction, de manager. Vous avez une proximité d'équipe. Et quel que soit même bon ou pas bon, hein, comme vous le mentionnez tout à l'heure, est-ce que voilà, vous avez cette proximité qui fait votre atout? Non, mais c'est impératif. Il n'y a rien de pire, je crois, qu'une prise de décision qui est complètement déconnectée du terrain. Enfin, moi, il n'y a pas, je suis désolée, mais un surveillant ne va pas venir m'expliquer mon métier de directeur, mais par contre, moi, je ne vais pas venir expliquer à un surveillant comment ouvrir correctement et gérer une personne détenue correctement. Chacun sa formation à un moment donné, il y a quand même des choses sur lesquelles il y a des techniciens. Et je crois que le pire, c'est de ne pas être en capacité de se dire je vais prendre ma décision dans mon petit bureau et vas-y, démerde-toi avec ce que tu as. Ça ne fonctionne jamais, ça. Donc, proximité du terrain. Oui, proximité du terrain, être en capacité d'écouter. Par contre, à un moment donné, une décision reste une décision. J'ai compris ce que tu as voulu me dire. Maintenant, si je te dis qu'on va aller à gauche, on va quand même aller à gauche. Même si tu voulais aller à droite, parce qu'il y a parfois d'autres choses qui se jouent dedans, qui sont plus politiques, qui peuvent être budgétaires, qui peuvent être des projets de long cours, etc. Et donc, si on n'est pas d'accord sur la finalité, voilà, au bout d'un moment, évidemment, on tranche, mais c'est comment on y va ensemble. Et ensemble, ça sous-entend qu'il faut accepter la contradiction, il faut accepter que parfois ça faille un peu, parce que c'est ça où il faut être prêt dans la prise de responsabilité. C'est qu'on n'a pas des bénis oui-oui qui nous disent tous les deux « Oh là là, vous êtes extraordinaire, j'adore votre fonctionnement d'établissement. » Voilà, non, mais il y a aussi des gens qui ont le droit de dire « Moi, je ne suis pas d'accord, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de le faire comme ça, j'ai plutôt envie que ça fonctionne comme ça. » Et parfois, ça se faille un peu et c'est important. Moi, il y a 3 trucs là, qui me viennent à l'esprit quand je t'écoute. Donc, je vais essayer de ne pas perdre le fil conducteur. Ça y est, j'en ai perdu un, c'est pas grave. Bon, alors, en tout cas, un truc est certain, c'est que je suis d'accord sur le fait que forcément, il faut écouter les équipes, il faut rester connecté au terrain, ça, c'est indispensable. Ça peut pas marcher, surtout quand on est tous ensemble, ça peut pas marcher. La deuxième idée que je voulais vous faire passer, alors, le doute, c'est important. Je crois qu'il faut douter, quoi. Si tu ne doutes pas, tu es dans l'erreur. Voilà. Mais le doute ne doit pas laisser place à la peur. Voilà. Il faut pas avoir peur. Et ça, c'est ça la différence. C'est qu'à un moment donné, si tes doutes te filent la trouille, il y a un problème. Donc, douter, c'est bon. Avoir peur, c'est pas bon. Et la dernière idée, avant que je la perde, ce que je voulais dire, c'est que aussi, savoir décider, des fois, en tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent, c'est dire on y va, quoi. Un truc intuitif, on y va. Et là, tout le monde regarde et tout le monde dit mais attends, on attend. C'est des décisions que personne n'aurait prises. Et il y a une espèce d'instinct de dire que j'ai digéré le truc. Et là, je dis c'est maintenant, on fait ça. Et donc, c'est là qu'il faut aussi avoir une équipe qui croit en toi et qui te suit, quoi. Ouais, très bien, merci pour ce partage également. Et on va, concernant tout ce parcours, ce management, cette évolution, il y a des leviers, il y a des soutiens, comme on en a vu tout à l'heure. On va plus parler, qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Qu'est-ce qui est vraiment, on a dit l'envie, la force, le pouvoir. Qu'est-ce qui vous a quand même le plus aidé dans votre parcours? Moi, il y a 2 choses. C'est un milieu extrêmement masculin et j'ai eu la chance de pouvoir tomber sur des hommes qui vraiment m'ont fait confiance. Je pense que c'est extrêmement important de le dire. J'aime pas trop ce néo-féminisme ambiant, là, les femmes d'un côté, les mecs de l'autre. Je comprends pas trop ça. Je crois que le féminisme est humanisme, mais ça, c'est un autre débat. On pourra en parler longuement, mais je crois qu'il faut. Voilà, moi, j'ai eu des hommes qui m'ont porté, qui m'ont fait confiance, et ça, je dois quand même vraiment leur rendre hommage. Et puis après, il y a le réseau féminin. Ça, on en parlait tout à l'heure. Moi, je voulais extrêmement toi, important. Pas sûr, mais moi, pour moi, la sororité, ça a été quand même important. Mais tu sais, il y a Shakira qui a dit la semaine dernière qu'elle était persuadée qu'il y avait une place en enfer pour les femmes qui ne soutenaient pas les femmes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Attention, les femmes, il faut être solidaire et un peu de fraternité. Non, mais c'est extrêmement important de se construire des réseaux qui sont des réseaux sincères, qu'on soit clair. On ne parle pas de réseautage qui ne sert à rien. C'est de se dire à un moment donné d'avoir des gens qui vous entourent, quel que soit. Par exemple, moi, j'ai fait l'IHEMI il y a 2 ans de ça, et de se dire en fait de garder les gens que vous rencontrez, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui en fait de temps en temps peuvent être, vous savez, l'appel à un ami. Putain, j'en ai ras-le-bol. Comment tu prendrais ce soutien? Il y a ça. Il y a des réseaux féminins qui aujourd'hui sont extrêmement intéressants parce qu'encore une fois, ils sont dans le partage. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant. Et d'accepter en fait cet appel à un ami. Je ne comprends pas cette logique parfois de se dire mais tiens, j'ai eu un problème il n'y a pas très longtemps, je crois que je t'ai appelé en disant putain, help.
help. Là, j'ai pas d'idée qui me vient parce qu'il faut accepter ça. De dire c'est pas possible de s'en sortir tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Et à l'inverse, bah voilà, ils vous le rendent bien, ils vous appellent aussi de temps en temps, on dit tiens, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors, moi, je mettrais deux niveaux, en fait. Le niveau professionnel, qui était voilà, le corps de mon métier, ça a été quand même essentiellement le travail. Et j'ai rapidement eu, le terme de confiance, je pense qu'à un moment donné, vous aurez peut-être autour de vous des enfants, des neveux. Ça s'apprend aussi petit. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un milieu où j'ai grandi avec des femmes fortes. Donc, ma grand-mère, elle était docteur en pharmacie. Dans les années 40, il n'y en avait pas beaucoup. Ma mère était juriste. Donc, j'ai quand même eu cet exemple qui montre qu'on peut faire des choses aussi tout en étant une bonne famille. Et puis, moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait, moi, j'ai appris à gérer mon stress, mais j'étais quelqu'un de très anxieux plus jeune. Et donc, ma mère me disait toujours, vas-y avec confiance. Il y en a toujours qui ont moins travaillé que toi et qui sont moins brillants que toi. Alors, vas-y avec confiance. Et donc, toute ma vie, à chaque fois, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, à chaque examen, après tout, quoi qu'il arrive, j'ai travaillé, quoi. Ça va bien se passer. Et donc, ça, il faut que vous ayez confiance en vous. Et après, le deuxième niveau, pour moi, il est plutôt les engagements que je porte en dehors de mon établissement de santé. Et donc, dans ces engagements-là, je pense que quand j'ai eu à peu près une trentaine d'années, 35 ans, j'ai eu des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et moi, c'était des femmes, qui ont eu cru en moi. Je vais en citer une, par exemple, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, c'est le docteur Véronique Delmas. Elle travaillait à mes côtés, et donc, elle m'a fait toucher du doigt que j'avais d'autres choses à faire, en fait, et aussi que j'avais un rôle peut-être, et c'est la raison pour laquelle je suis venue cet après-midi vous voir, parce que je suis au courant que depuis 2 heures, c'est le devoir aussi d'exemplarité et de montrer que c'est possible. Donc, donc ça m'a donné une force qui m'a permis de faire plein de choses et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a encore plus confiance en soi et on peut faire de nouvelles choses. Voilà. Et puis j'ai le professeur Isabelle Lafont aussi, hein, qui est très porteuse pour nous de beaucoup de sens. Voilà. Là, et donc ces personnes, voilà, c'est des moments dans une vie où on va rencontrer des personnes qui vous aident à prendre confiance et qui vous font sortir le meilleur de vous. Donc c'est important. La rencontre, du coup, on ne peut pas parler de rencontre comme là. Si. Échanger, vous ne vous connaissez pas, ça peut être une rencontre aussi de partage. J'ai une part d'aller visiter. Bon, voilà, c'est des éléments, c'est des journées comme ça de rencontres. Alors, on a des hommes, hein, et les hommes sont les bienvenus également, mais vraiment, c'est des rencontres comme ça féminines. J'ai des hommes aussi dans ma vie quand même. Ah, quand même, ça va. S'il n'y a pas que des femmes. Au niveau de ce que vous auriez aimé qui arrive le plus tôt dans votre carrière, qu'est-ce que là, avec le recul, ça fait une 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que vous auriez aimé qui arrive plus tôt? Qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place plus tôt? Qu'est-ce que vous pourriez nous mentionner là-dessus ou pas? Moi, j'ai pas de regrets. Est-ce que j'ai pas fait, je le ferai demain. Je me dis toujours ça, donc bon. Les choses arrivent qu'elles doivent arriver aussi, je crois. Si vous prenez, si vous avez confiance en vous, vous prenez des opportunités, les choses elles arrivent, quoi. Et moi, je me dis toujours, si le truc qui s'est pas fait, c'est qu'il devait pas se faire. Première chose. Et des fois, je dis aussi à mes équipes, on fait jamais rien pour rien. Voilà. Ça, tu fais des trucs, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Au bout d'un moment, ça marchera. Et moi, c'est l'histoire de ma carrière. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai portés pendant des années, des trucs, etc. Ça a fini par matcher. Et peut-être 5 ans, ça a mis peut-être 5 ans, 6 ans, etc. Mais à un moment donné, chaque pierre est posée, chaque rencontre, elle sert à quelque chose dans sa construction personnelle et professionnelle. Donc voilà, pas de regrets, pas de... J'aurais aimé rencontrer Aurélien plus tôt. Ah non, s'il n'est pas là dans la salle, il ne va pas pouvoir l'entendre. Où il est? Ah si, il est là, je n'avais pas vu. Moi, je crois que j'aurais aimé me détacher de l'image du directeur de prison attendu plus tôt. C'est-à-dire que dans mes premières années, j'ai mis longtemps à être vraiment moi-même parce que j'avais envie. Je crois que pour me sentir légitime, il fallait que je ressemble à l'image qu'on attendait de moi. Donc, j'avais des tenues qui ne me ressemblaient pas du tout. Et encore, j'ai fait soft aujourd'hui. Hein. J'ai essayé d'être chic. C'est un peu plus... Ah oui, oui, il faut. Ouais. Mais parce que vraiment, vous savez, d'essayer de rentrer dans le moule de ce que vous pensez qu'on attend de vous. Oui, je comprends. Les escarpins à paillettes, je vous les raconte parce que de toute façon... on y est.
dans le magasin avec des copines, tout le monde s'en fout, mais il y a des escarpins, voilà, j'en ai tout un tas, ils le savent très très bien. Et donc, j'en ai des à paillettes extraordinaires. J'ai dit non, je ne vais pas acheter ça, franchement, je ne vais pas aller en boîte de nuit demain, donc qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Je dis, non, mais je ne peux pas les travailler avec ça. Mais si, ok, bon. Bien évidemment, elles sont restées 6 mois dans le placard, voilà. Et puis un jour, il m'énerve à l'établissement, c'est la maison d'arrêt Dijon, vraiment, il m'énerve, c'est une journée de merde. Et le lendemain, j'ai dit, bon, ça suffit, demain, c'est escarpin à paillettes. Je me dis, putain. Mais vraiment, c'était... Et je passe la porte et le premier surveillant qui me voit, il les regarde et il me dit, oh, vous mettez des paillettes dans ma vie. Ah ben, c'était pas Kevin. Mais... Je fais toute la journée, je râle, vraiment, je m'agace sur cette journée de la veille qui a été extrêmement difficile. On fait des réunions qui sont un peu délicates. Et en fait, tout le monde passe la journée à me dire, oh, putain, elles sont trop belles vos chaussures, elles sont géniales vos chaussures. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai compris que peu importe la façon dont j'allais venir, la façon dont j'étais habillée, la façon dont j'étais coiffée, le seul truc qui comptait, c'est d'être soi-même. Et d'arrêter d'exister ou d'essayer d'exister selon le regard des autres et d'être ce que vous pensez qu'ils attendent de vous. Donc, les costumes noirs dégueulasses, c'est plus pour moi. Les petites chaussures, là, talons carrés, c'est pas pour moi non plus, c'est pas possible. Voilà, je mets des escarpins, je mets des paillettes, voilà, je mets tout un tas de trucs. Et peu importe que ça plaise ou non. Et ça passe d'autant mieux parce qu'ils savent que du coup, vous êtes sincère. Il faut venir travailler comme vous êtes et arrêter de vouloir être, en tout cas, l'image que vous pensez qu'on attend de vous. On va essayer que dans la masse, la nouvelle masse, on ait des paillettes, peut-être. Ça va. J'en ai plein si tu veux. On va essayer de faire passer on va essayer d'arranger les rangers et mettre quelques paillettes. Laetitia, tu veux nous partager quelque chose? Bon, merci pour ces paillettes parce que ça fait rigoler, mais c'est être soi-même et c'est l'essentiel. Ah, on peut mettre des paillettes sur le corps? On met le lait à paillettes? Non, mettez ce que vous voulez, du militaire, du léopard, je ne sais pas quoi, restez en... Mais surtout, arrêtez de vouloir être l'image que vous imaginez qu'on attend de vous. Parce que tous les autres, ils s'en foutent, en fait. C'est pas du tout ça. La seule chose qu'ils attendent, c'est que vous soyez vous-même. Allez, on avance vers un peu plus de finalité, là. Aujourd'hui, à toutes ces personnes qui sont là devant nous, toutes ces femmes, ces hommes, mais principalement nos femmes, que diriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à postuler? Monsieur le directeur, vous en avez parlé d'emblée sur des postes à responsabilité, parce que principalement, c'est des hommes au début qui viennent, et puis nous, on réfléchit un peu plus tardivement. Et qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour ne pas hésiter à postuler sur ces petits peu de postes à responsabilité? Alors déjà, moi, j'aimerais bien qu'on arrête de se genrer. Alors, je dis régulièrement, moi, je ne me lève pas le matin en me regardant dans la glace en me disant, tiens, tu es une femme directrice de prison. Et qui fait ça? Enfin, je veux dire, femme, homme, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas véritablement la question. Je crois qu'il faut arrêter de se genrer en permanence. Alors, c'est pas facile, hein, parce que le discours actuel, on ne parle quasiment que de ça. Il faut sortir un peu de ça et de se dire juste, encore une fois, j'en ai envie ou j'en ai pas envie? Si j'en ai envie, j'y vais, mais la vie, elle est trop courte, hein, pour se poser des questions. Au mieux, ça marche. Au pire, ça marche pas. Il y aura une autre opportunité ailleurs. Mais en tout cas, arrêtez de réfléchir, je suis une femme. Ça va pas changer de main. Hein. Je suis pas en transition. Il y a la chirurgie, mais il faut avoir la transition pour les hormones. Et Nola, tu veux nous partager un petit mot à leur transmettre? Moi, je reviendrai sur l'engagement. Voilà, donc moi, c'est peut-être s'engager. Mais ça doit vous parler. Hein. Quand, je veux dire, c'est 10 fois plus compliqué de monter sur un camion la nuit pour aller sur un accident, c'est des accidentés de la route, ou de monter à une échelle pour sauver des grands brûlés, que d'aller frapper à la porte d'Éric Flores pour lui dire je postule. Quoi. C'est quand même, là, à un moment donné, vous pensez à ce que vous vivez tous les jours. Déjà, ça devrait vous motiver. Après, je pense que, sans parler de genre, je pense que nous, les femmes, on a aussi quand même une sensibilité et ça peut aussi apporter un plus dans le management. Je pense que cette sensibilité, ça peut vous aider à être des leaders exceptionnels. Donc, et parce qu'il y a aussi l'empathie, il y a peut-être des choses comme ça que, je sais pas, moi, ça peut aider. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est ne pas oser parce qu'on se sent imparfait. Il faut oser
Et c'est parce que vous aurez osé que vous deviendrez, j'arrive à dire, des expertes. Voilà. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut le mettre, quoi. Donc, je ne sais pas si ça donne des conseils. Mais... Oui, tout à fait. C'est des échanges là-dessus. Peut-être est-ce qu'on ne donne pas, avant de terminer la parole, parce qu'on a beaucoup papoté, le temps de vous hydrater un peu avant une première question, on a encore quelques questions avant de conclure, parce qu'elles ont beaucoup d'expérience. Moi, je ne vais pas aller leur demander toutes les expériences qu'elles ont. Il y a récemment encore, Pauline, vous arriviez d'une certaine expérience. Guenola, pareil, il y a des choses à nous partager. Donc, posez-leur quelques questions pour aller un peu plus loin dans leurs éventails de professions, de missions, d'éléments. La plus dure, c'est la première. Après, tout le monde vient. C'est qui a envie d'échanger? Bon, Pauline, vous allez... Ah, très bien, merci. Blandine, au fond. Tout d'abord, bonsoir. Moi, je tenais à vous remercier parce que je suis fonctionnaire de police, pompier volontaire, et j'entends ce que vous avez dit dans le sens où je délègue pas du tout. J'essaie de tout gérer toute seule, j'essaie de tout faire bien, les enfants, la machine à laver, et je prends note de ce que vous avez dit et j'essaierai de l'appliquer à l'avenir. Donc, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça, on sait qui vous êtes et... Juste, mais voilà, on a entendu votre question, mais juste... Le truc, c'était juste voilà, de remercier. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Cathy, je suis pompier volontaire sur la commune de Castries et je suis fonctionnaire de police donc à Montpellier. Et voilà, et en deux emplois très masculins pour le coup. Je me suis retrouvée un petit peu dans ce que vous avez dit, de tout gérer toute seule, les enfants, tout. Et je pense que je vais prendre note de ce que vous avez dit, de déléguer. Voilà. C'est bien d'appuyer sur le bouton, hein, ça marche. Mais c'est délégué, mais c'est lâcher prise aussi. Hein. Oui. Encore une fois, il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui ne le sont pas. Moi, j'avais une grand-mère qui disait toujours fais toujours ton lit avant de partir, on ne sait jamais, si jamais tu meurs, imagine les gens qui vont arriver chez toi. On se dit oh là là, quelle maison, elle est hyper mal tenue. Il faut faire aussi les angles des pieds pour la morgue. Bon, ok, d'accord, mais il y a des choses qui ne sont pas hyper importantes dans la vie non plus. Voilà, et juste de se dire si pour une fois il part à l'école avec un goûter qui n'est pas un gâteau fait maison, je ne suis pas sûre que ça lui génère un cancer. Ouais, je vais le garder en mémoire et je vais apprendre à déléguer. Merci à vous. Ouais. Merci. Allez, le devant. Là, j'ai vu des sourires, des réactions. Vous avez envie de nous partager. Et après, voilà, très bien. J'allais dire, on peut donner la parole aussi à un homme qui sont présents dans cette salle. Et... Ah oui, Vincent, tu peux. Bonsoir à tout le monde. Donc, Jean-Luc Auguste, je suis l'adjoint au chef du groupement de formation sur le GCPSU. Alors, ma question, elle ne s'adresse pas forcément à vous, mesdames, mais vous avez répondu en partie. Ça s'adresse surtout à toutes ces femmes qui se sont engagées chez nous, soit le statut professionnel volontaire. C'est connaître un petit peu qu'est-ce qui vous a guidé sur un engagement de sapeur-pompier. Et surtout, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de femmes. Alors, je suis sapeur-pompier depuis 46 ans. J'ai débuté ma carrière, il n'y avait pas du tout de femmes dans le centre de secours où j'étais. Et j'ai fait 4 ans de chef de centre où j'ai recruté une quinzaine de femmes sur le centre de secours. Et la question, c'est quels ont été les freins, s'il y en a eu, pour s'engager en tant que sapeur-pompier. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur? Est-ce que c'est... mais souvent, on entend le côté physique, mais je crois que le général a répondu à la question tout à l'heure, hein, puisque... Aujourd'hui, on a des femmes qui sont aussi compétentes sur le plan physique que les hommes. Et là-dessus, il n'y a pas photo. Donc voilà, est-ce que, je ne sais pas s'il y en a qui veulent répondre, quels ont été les freins, les peurs voilà. On va partager la parole sur... Faire tourner le micro de sans réponse. Merci. Bonjour, du coup, je m'appelle Camille. Je vais être un petit peu stressée, j'aime pas trop le... C'est pas grave, Camille, bienvenue avec nous. Pour répondre à votre question, du coup, moi, j'aime bien l'esprit d'équipe et en fait, aider autrui. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup motivée au départ. J'ai eu affaire aussi à toutes sortes d'expériences, notamment l'immaturité, que ce soit masculine ou féminine, peu importe, dans l'évolution de ma carrière professionnelle. Et perso, je suis plus motivée pour aller vers les autres
Et ça a toujours guidé, on va dire en majeure partie, mes prises de décision. Merci. Vous voulez pas nous parler? Ouais, super. Merci. Bonsoir, enchantée. Alors déjà, merci pour vos retours. Beaucoup d'éloquence, c'est agréable. Alors moi, je suis SPV aussi sur la compagnie Mosson. Présente-toi. Anissa, je me présente, voilà. Maman, 40 ans, 3 enfants. Je gère aussi une entreprise, donc je me retrouve beaucoup dans votre parcours aussi professionnel. Les pompiers, moi j'y suis rentrée parce que je suis persuadée qu'il y a une complémentarité qui se fait. Voilà. On peut aussi apporter beaucoup de choses de notre côté. Et j'ai pas eu énormément de jugements ou de difficultés à m'intégrer au corps, au niveau de cette corporation, mais c'est vrai que je pense que le problème, il vient surtout de nous, comme vous l'avez dit. Et il y a une remise en question aussi à se faire de notre côté. Voilà. Donc, pour ma part, c'est comme ça que j'ai vécu. Merci Anissa. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Lucie, je suis sapeur-pompier volontaire au Pouget depuis pas très longtemps. Déjà, merci. Je voulais revenir sur le sujet où vous avez parlé du fait qu'il y a des gens souvent qui vont nous mettre des barrières, surtout vers nos proches. Moi, ça a été mon cas. J'ai toujours voulu en fait aider les gens, avoir un métier proche des gens. Mais j'ai ma maman qui m'a toujours dit que ça serait pas fait pour moi, que c'était un métier d'homme, justement, tout ça. Et j'ai rencontré mon copain il y a 1 an, qui est sapeur-pompier aussi au Pouget, et qui m'a motivée, qui m'a vraiment encouragée. Et du coup, maintenant, je suis contente finalement d'avoir pris les devants et de ne pas avoir écouté tous ces gens qui m'ont dit, voilà, c'est pas fait pour toi, t'as personne dans la famille qui fait ça. Et voilà, donc c'est important de s'écouter nous, comme vous avez dit, et de pas forcément écouter nos proches, même si on peut se dire qu'on leur fait confiance, c'est nos proches, mais voilà. Donc merci d'avoir mis un point sur ça. Merci. On a également du personnel administratif, donc c'est bien qu'on puisse avoir quelques questions. Ah, on repart avec Cathy, c'est ça? Camille, pardon. Je pense que je vais plutôt dire ce que je pense, et je pense qu'on fonctionne un petit peu toutes pareil au niveau des femmes ou même des hommes. On a tous eu, en fait, je pense, dans notre vie, des trucs qui ont fait qu'on pouvait peut-être pas, ou penser qu'on pouvait pas évoluer. Je me réfère beaucoup à ce que vous dites toutes les deux, parce que je pense qu'on s'identifie un petit peu tous aussi à ce que vous avez énoncé. Et donc, du coup, je me dis que même avec les difficultés personnelles, je pense qu'on peut toujours trouver le moyen, en fait, d'avancer si on le veut. Et faut être sûr qu'en fait, en soi, on a tous une partie très faible, peut-être, qu'on estime faible. Et en fait, peut-être que ça peut être aussi notre force de demain. Donc, autant dire qu'il y a toujours moyen d'évoluer, je pense. Ouais. Il faut vraiment valoriser ce que l'on est et vraiment continuer, ne pas avoir peur. Ah, pardon. Bonjour à tous, donc moi c'est Anaïs, je suis SPV à Bar-la-Rue-Clébin et j'aurais plus une question pour vous deux. Donc déjà un remerciement parce que j'ai adoré vous écouter parler. Vous m'avez beaucoup inspiré, c'est vrai. Et vous, en tant que chef d'établissement pénitentiaire, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un avec une telle personnalité, une telle vivacité, autant de paillettes, etc. Donc c'est surprenant. Enfin voilà, j'avais une image un peu sombre peut-être de la profession et vous m'avez prouvé le contraire. Donc merci. Et j'avais une question du coup pour vous deux. Quelle est la remarque qu'on ait pu vous faire qui vous a le plus choqué, freiné? Alors pas forcément de la part d'un homme, hein, parce qu'on a vu que parfois les femmes entre elles sont très peuvent être méchantes, hein, tout simplement. Mais quelle est la pire chose qu'on ait pu vous dire dans votre carrière en tant que femme ou en tant que peut-être trop jeune pour la profession? Voilà, la pire remarque qui vous a peut-être blessé à un moment donné. Alors, moi, il y a eu plein de trucs, mais alors moi, j'ai la faculté d'oublier tous les mauvais souvenirs. Donc, mais quand vous posez la question, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Tout au début de ma carrière, donc j'avais 24 ans, et donc je crée ce département qualité, prévention des risques.
Et donc là, c'était quelque chose de nouveau. Donc je me dis, il faut que tu fasses je n'aime pas le mot grande messe, mais il faut que tu fasses une grande réunion avec les équipes pour expliquer un peu les tenants, les aboutissants, etc. Donc je me prépare, voilà. Donc on a parlé d'éloquence, mais à l'époque, j'étais certainement pas aussi à l'aise à l'oral. Et donc je me prépare, je fais mon truc. Et j'arrive, au moment de rentrer dans la salle, il y a un cadre de l'établissement, homme, qui me dit, ça va, t'es pas trop stressé, tu vas y arriver, parce que bon, c'est vrai, monsieur, il me donne le nom de je sais pas qui, il est assez à l'aise à l'oral, mais toi, est-ce que tu vas y arriver? Et là, je me suis pris un coup de palpitation, je sais pas comment on peut dire. Et là, je me suis dit, merde, tu vas pas y arriver. Et je suis rentrée dans le truc. Et donc là, j'avais un collègue qui était pharmacien, Philippe, qui avait aussi énormément compté pour moi. Et qui en 2 minutes, il m'a remobilisée, mais il m'a redonné la confiance que j'avais perdue en une phrase. Et donc, j'ai fait cette réunion. Je ne sais pas si j'étais bonne ou pas bonne, mais ça m'a permis aussi de me faire confiance après. Donc, des fois, hein, ça peut être une phrase au mauvais moment, la petite. Le renforcement positif. Avoir le renforcement positif, se faire confiance. Vraiment. À un verre de champagne, apparemment. Je ne bois jamais d'alcool avant les paroles publiques. Moi, je ne sais pas si j'ai eu des phrases, je ne me rappelle pas non plus. Je crois qu'elles n'ont pas eu vraiment d'importance. Par contre, j'ai souvenir d'un. En fait, j'avais une réunion avec un monsieur extrêmement important qui venait voir le directeur interrégional. En fait, donc les directeurs interrégionaux, en fait, ils gèrent un ensemble de territoires, donc plusieurs établissements. Donc à ce moment-là, je suis chef du département. Et j'arrive 3 minutes avant, et devant le bureau du directeur interrégional, il y avait une petite salle avec 3 fauteuils. Et donc ce monsieur arrive, me regarde, il me dit un café, s'il vous plaît. Alors si on rentre là-dedans, j'en ai eu. Alors déjà, bonjour. Visiblement, c'était pas. Ouais, c'est ça. Ah non, mais moi j'ai fait le café et j'ai apporté le café et je vois la tête de mon directeur interrégional qui m'a dit mais Pauline, qu'est-ce que vous faites? Bah, secrétaire, visiblement. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à humilier ce grand monsieur qui visiblement n'en était pas un. Voilà, et j'espère qu'il parle beaucoup mieux à ses employés et à sa secrétaire, surtout chez moi on dit bonjour, on dit merci, on dit s'il te plaît aussi. Je l'aurais fait bien volontiers, ceci étant dit. Même si à la RSI du vendredi, j'aime beaucoup quand c'est ces messieurs qui me le font, le café. Mais le message est passé. Et voilà, ça m'avait beaucoup choqué parce qu'il voit une jeune femme qui attend. À aucun moment, il s'est dit, peut-être c'est avec elle que je le fais la réunion. C'était forcément un café. Moi aussi, j'en ai plein, mais je ne veux pas les voilà, les postes à responsabilité. Des anecdotes comme ça, il y en a, mais je les ai oubliées. Ouais, alors, tu veux me faire raconter ça? Mon premier projet immobilier, donc c'est quand même un projet qui faisait 20 millions d'euros. Donc j'arrive dans un repas d'affaires avec que des banquiers en fait. L'objectif pour moi, c'est qu'on prête de l'argent pour ce projet. Et donc là, j'arrive, j'étais donc cliente de la banque et c'était un repas où il y avait plein de clients. Et donc j'arrive et là, il y a un client homme qui arrive, un monsieur un peu plus âgé que moi. Il me donne la veste quoi, comme si j'étais une hôtesse d'accueil pour que je poste la veste au vestiaire quoi. Là, je lui dis, écoutez, le vestiaire, il est là-bas quoi. Il me dit, ah, c'est pas vous qui faites l'accueil? Je dis, non, moi je suis invitée comme vous. Bon, des petites phrases comme ça, il y en a, mais bon, moi je les ai vite oubliées. Donc, faut savoir peut-être avoir le bon mot, de servir le café, d'accord, mais avoir le bon mot à un moment donné pour avoir le respect derrière. Et puis après, ça vient avec le temps aussi. On n'est pas né non plus en se disant, à force d'en rencontrer, on s'endurcit aussi, et puis on apprend à mettre de l'humour. Et puis voilà, faut parfois un peu traverser des petits trucs comme ça pour se dire, tiens, finalement. Je pense que dans toutes les situations, il faut rester souriant, c'est important, bienveillant. Il faut montrer l'exemple, hein, donc parce que ces situations, vous les avez aussi dans vos opérations. Hein. Je pense que de l'agressivité, quand vous intervenez, il y en a des gens qui ne s'attendaient pas à vous voir arriver, à sortir du camion. Donc, à un moment donné, voilà, il faut essayer d'être agréable, souriant. C'est difficile d'agresser quelqu'un qui vous sourit. Hein. Et je la vois pas parce que il y en a beaucoup de demoiselles dans la salle, mais on a encore eu l'expérience hier sur l'intervention sortie du PSU où je te vois là-bas tout au bout. Notre COS, elle est cachée là-bas tout au bout, et en fait, le policier était surpris de voir que c'était une femme qui dirigeait l'intervention. Et c'était pas plus tard que hier vers le Pouget. Hein. Merci Adeline. Donc moi je suis Aurélien Manin, que j'aimais bien cette notion d'humour, même si moi j'ai la chance de jamais être compris. Je ne ferai pas trop de blagues ce soir. Oh, pétain. Mais j'ai retenu les paillettes là, j'ai trouvé du 42 au 43 pour moi.
J'essaierai ça prochain jour. Non, mais je voudrais rebondir sur ces questions d'hommes là et sur la question de l'alliance. Et j'aimerais savoir ce que vous diriez aux hommes pour les mobiliser sur ces questions-là. Enfin, ce que vous dites d'ailleurs à vos équipes, hein, pour les mobiliser sur ces questions-là d'égalité homme-femme. Tant qu'ils se sentent pointés du doigt, voire discriminés, parce que on entend des discours de discrimination positive à l'endroit des femmes ou d'autres minorités. Et donc les hommes me disent, finalement, nous, on n'a plus notre place parce que, ce que disait un peu le directeur au début du propos, parce qu'on privilégie des femmes dans certains emplois. Et aussi, comment vous abordez la question avec les nouvelles générations, parce qu'en regardant un peu les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a un retour, contrairement à ce qu'on a connu avec l'hashtag MeToo, là, il y a quelques années, il y a un retour à la discrimination contre les femmes aujourd'hui, notamment des plus jeunes, qui est assez inquiétant. Et donc, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus, pour les messages qu'on peut faire passer, nous tous, collectivement, alliés pour la cause de l'égalité. Il y a deux questions. Alors, la première question, c'est vrai que moi, ce ne sera pas forcément du coup la même réponse que toi. Moi, je suis dans un milieu féminin, donc mon travail, il n'est pas tant sur la mixité ou sur introduire des dames. Et finalement, moi, quand je fais mon index égalité, finalement, ce que je dois faire, c'est monter les hommes, en fait. Et pas chercher à monter les dames. Nous, on travaille sur d'autres sujets, du coup, qui sont importants aussi. C'est l'inclusion. Et dans l'inclusion, il y a l'inclusion aussi du handicap. Et donc, c'est un axe sur lequel je travaille énormément. Il y a aussi l'inclusion sociale, laisser personne au bord du chemin. Et là, il y a tout un travail qui est conduit avec la jeunesse. Donc, on accompagne beaucoup de jeunes, on développe l'apprentissage. L'idée, c'est de les former au plus près de leur lieu de vie, ceux qui ne seraient pas partis ailleurs. Il y a aussi la réinsertion dans l'emploi des personnes âgées ou des personnes comme moi, pas loin de la personne senior. Là. Ces gens-là que de temps en temps, on ne veut plus, je pense qu'ils ont quelque chose à apporter. Et puis, il y a aussi un travail sur la différence. Voilà. La différence, c'était aussi la complémentarité. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de construire dans mon équipe, la tolérance sur la différence. Voilà, donc c'est un peu à côté. Et tu répondras peut-être. Et le deuxième sujet, c'est sur les violences, ce dont tu parlais, là, de la montée dans la population. Voilà, vous l'avez compris, moi, je suis très engagée sur les violences intrafamiliales au sens large. Des fois, on me dit, ouais, tu défends que les femmes. Non, moi, je défends toute forme de violence. Je lutte contre toute forme de violence, et ça peut être sur l'homme ou sur la femme, et ça peut être aussi, surtout, souvent sur les enfants, qui sont les premières victimes. Et c'est vrai que je me rends compte, puisque je suis dans ces milieux-là, pour porter mon projet, que quand je vais dans des conférences sur ces thèmes, c'est quand même beaucoup un public féminin qui vient écouter. Il y a peu d'hommes, pas assez, qui viennent. Mais les problématiques de violence, elles doivent être réglées ensemble. On ne peut pas régler ça que nous, les femmes. Et forcément, c'est un travail hommes et femmes. Et je me rends compte aussi que c'est peut-être parce qu'on est maladroite ou parce que certaines sont tellement convaincues qu'elles sont aussi peut-être, je ne sais pas quel est le bon mot, mais voilà, ça peut être peut-être des fois perçu un peu comme agressif ou stigmatisant sur les hommes, alors que c'est pas du tout, en tout cas, c'est pas ma volonté à moi. Pourquoi je dis ça, je sais plus. Ce que je voulais dire, c'est que oui, on se rend compte quand même que chez la jeunesse, il y a une montée d'un mouvement à la masculinisation, je vais y arriver, et qu'il y a une espèce de boomerang, de balancier, plus on parle d'égalité, plus ceux qui sont contre, ils sont contre. Et il faut aussi lutter un peu contre ça, mais bon, ça va revenir dans le droit chemin. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est que tous les combats qui ont été portés par mes grands-mères et ma mère ne disparaissent pas, parce qu'on est tous égaux. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une catégorie qui soit plus... Notre place, tous, oui. Moi, je dirais que j'essaie de ne pas oublier que je n'aimerais pas être un homme aujourd'hui. Clairement. Non, mais encore une fois, je parlais tout à l'heure de néo-féminisme qui, moi, m'insupporte. Voilà, les femmes contre les hommes, je ne comprends pas le concept. En fait. Voilà, je ne le comprends pas, donc je ne peux pas y adhérer. Je trouve que ça nuit aussi beaucoup aux relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Aujourd'hui, vous êtes un mec, vous ne pouvez plus rien dire. Hein. Faut pas se leurrer. Mais moi, je suis ravie quand quelqu'un me dit « Oh, bah, ça te va bien. » Bah, merci. Voilà, non, ça n'est pas une agression sexuelle que quelqu'un qui dit « Oh là là, c'est pas
pas trop mal aujourd'hui. Bah, écoute, je te remercie. On me dira peut-être plus ça dans 15 ans, alors j'en profite. Mais non, mais tout n'est pas agression sexuelle, tout n'est pas propos sexistes, tout n'est pas. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir un peu de juste mesure dans son jugement et de se dire qu'il y a peut-être juste des relations humaines normales, classiques, ordinaires. Voilà, encore une fois, de l'humour, de la bienveillance. Je n'envie pas votre place. Voilà, de ce point de vue-là. Et du coup, professionnellement, moi, j'ai toujours insisté et ça fait 15 ans que mon premier adjoint, donc là, on est 6 dans l'équipe de direction, mais que mon premier adjoint est toujours un homme. Alors déjà, parce que je crois que j'y retrouve beaucoup dans la confrontation des idées, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même intéressant. Voilà, on ne voit pas les choses sous le même angle, on a besoin aussi de pouvoir échanger de cette façon-là, et aussi parce que je crois que les agents, ils ont besoin de s'y retrouver aussi. Je ne crois pas beaucoup aux équipes exclusivement féminines ou exclusivement masculines. Je crois que pour que ça fonctionne, il faut que chacun puisse trouver, en fait, en fonction des caractères et aussi parfois du genre, voilà, un interlocuteur qui lui convient. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui m'a jamais quitté et j'ai la chance là d'en avoir trouvé par ailleurs un qui est extraordinaire. Ceci étant dit, sur voilà, sur les discriminations qui sont refaites aux femmes aujourd'hui, je te rejoins sur le fait qu'à partir du moment où on nous met en avant, où on devient une minorité visible, forcément ça agace. Moi, ce terme de discrimination positive, je l'exècre. Voilà, on l'a fait, voilà, sur, alors on peut dire sur les homosexuels, on l'a fait sur les blacks. Voilà, c'est les mêmes qui vous diront, voilà, que en fait ça ne fonctionne pas à partir du moment où on met le focus, voilà, sur ce qui, c'est pas une particularité d'être une femme. Ça ne doit pas l'être, en fait. Encore une fois, on ne se lève pas le matin en se disant, oh, putain, je suis une femme, super. Ah, donc peut-être d'essayer de revenir à ce qui fait davantage la personnalité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et un peu moins sur cette notion de genre. Mais après, je crois que ça relève de l'éducation nationale aussi. Hein. C'est dès le plus jeune âge. Hein. Il faut vraiment que ça soit quelque chose d'institué. Bonjour, Samia Idrissi, donc je suis chef du CTA COSIS, la plateforme qui reçoit les appels 18-112. Pour aller dans votre sens, moi je suis d'une génération où la place de la femme, elle n'a pas à être prouvée. C'est-à-dire que autant par l'éducation que par l'école, que par tout ce que l'on souhaite. Et j'avoue j'ai eu mon premier poste en centre de secours à 25 ans, dans un autre département où j'ai été confronté à des conflits de valeurs, comme vous partagez. On m'a demandé de valoriser quelqu'un parce que femme. Et donc, indirectement, j'ai fait les choses parce que, comme vous le dites, on est dans une strate assez hiérarchisée, on est allé les choses. Et je me souviens, à la remise d'un dossier, c'était un dossier de demande d'ordre national du mérite, et j'avais d'autres candidats en tête. D'autres candidats qui, pour moi, avaient une notion du travail bien plus marquée. Et quand j'ai remis le dossier à mon chef de groupement, je me souviens lui dire, je vous le remets, mais j'ai menti. Mais en fait, on était dans une période où la place de la femme était tellement basse dans le monde sapeur-pompier, le conflit de valeurs était tel que je pense qu'on a perdu énormément de personnel féminin de notre côté, parce que l'arrivée en centre de secours après était bien plus difficile. Et aujourd'hui, en discutant avec d'autres, j'ai l'impression que ça reprend un autre penchant, et à nous de trouver ça. Mais je vous rejoins totalement sur ce conflit de valeurs entre des chocs de génération qui n'ont pas à préjuger de la place de la femme, et des moments où on nous a demandé de trop peut-être en faire, trop valoriser. Et je vous rejoins, effectivement, j'ai pu en bénéficier aussi, ou peut-être on a pu me le reprocher par mes origines, par des choses comme ça. Alors que je vous rejoins totalement, hein, homme ou femme, à part le travail, moi je vois rien d'autre. Voilà. Petite question. Ah oui. Alors bonsoir, moi je suis Corinne de Combe. Donc en fait, moi je voudrais rajouter en fait l'anecdote de mon entrée aux pompiers il y a 32 ans. Donc dans la zone de Bédarieux, qui est maintenant la compagnie Orbe Nord, j'étais la première fille. Le chef avec son adjoint m'ont dit on n'a pas besoin de filles aux pompiers, sauf pour tenir la radio et faire le ménage. J'ai dit eh bien d'accord. Je suis rentrée comme ça. À l'heure actuelle, ça ne pourrait pas être entendu, ça. Et j'ai fait mes preuves. Donc c'est bien, il y a le travail, c'est bien ça. Et jusqu'au jour où la plus grande reconnaissance, ça a été le chef qui, à une cérémonie, a dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Merci pour ce partage. Les preuves. Petite question. On avance, on conclut, on avance un peu plus. Il est 7h30.
Je pense que ça sent vraiment le verre, un petit verre de fin. Pour conclure, ce qu'on avait décidé tous ensemble, là, avec Blandine, avec Magali, avec Aurélien, c'était vraiment que vous nous fassiez un petit mot pour nous parler de la jeune professionnelle que vous étiez au début de votre carrière. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui à cette jeune professionnelle? Oh, lâche prise. Il y a un dicton qui dit « Tout ce à quoi tu résistes persiste ». Lâche, éclate-toi, vie, ça va bien se passer. Demain, il y aura toujours un demain. Il y a toujours un demain. Donc arrête de te prendre la tête sur des décisions, des trucs. Maintenant, je vis ça très bien. C'est vraiment la jeune. Ouais, moi, je dirais fais-toi confiance. Suis ton instinct, c'est ton meilleur guide. Et puis, moi, je tiens à vous remercier. On tient à vous remercier également pour votre présence, pour votre venue, pour le partage, les questions, la richesse qu'on a pu avoir ce soir parmi nous. Elle va continuer autour d'un verre, mais au nom de l'institution, on tenait à vous remercier pour votre présence et votre engagement au quotidien au sein de nos unités. Merci beaucoup. Alors, merci réellement à toutes les deux. Effectivement, Gwenola, merci d'avoir répondu au pied levé parce que la doyenne de la fac de médecine, Madame Lafont, a été appelée au ministère au dernier moment aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que malheureusement, elle a décliné. Et j'ai appelé Gwenola qui a très gentiment accepté. Toujours présent. Voilà. En tout cas, merci. Merci Pauline également pour tes propos, ta sincérité. Merci à toutes les deux parce que vous avez bien dit, Pauline, à un moment, vous avez dit des choses que moi, j'ai pas le droit de dire. Voilà. Et ça passe mieux quand ça sort de votre bouche. Et en tout cas, je vous rejoins à 1000% sur tous les propos que vous avez tenus. Et surtout, moi, ma fierté, c'est si vous avez pu libérer des petits crans, des petits cadenas qui bloquaient dans certaines têtes, ben, c'est une vraie réussite. Et maintenant, on a toutes et tous, enfin, le peu de tous que nous sommes, à partager un verre et un petit repas derrière. Vous êtes toutes cordialement invitées. Et on peut les applaudir encore une fois toutes les deux. Et merci Audrey. Merci pour le petit cadeau. Merci.